Les questions-réponses, la meilleure partie, on va pas se mentir, du Phocéen, toute émission confondue. Nico Amskas du Forum démarre fort. Quelle est l'enveloppe pour le restant du mercato? On entend de tout, 20, 50, un attaquant de 20 millions max. C'est vrai que ces histoires d'enveloppe, Seb, on en parle beaucoup. On a parlé du chiffre de 100 millions qui n'a jamais été avancé par personne à l'Olympique de Marseille. Comment tu te bases, toi, là-dessus? Est-ce que tu comprends le message qui a été fait de la direction au niveau de la communication qui disait on avait parlé au départ de 200 millions, mais c'est pour donner un ordre d'idée de ce qu'on peut faire et pas faire, mais il n'y a pas de montant arrêté. Est-ce que toi, tu t'es fié à ça ou est-ce que à des moments, tu t'es dit c'est flou, c'est agaçant? Comment tu le vis là-dessus, ce mercato? Moi, franchement, le mercato, et pour répondre à Nico Amskas, tout ce qu'ils ont fait les dirigeants depuis qu'ils sont arrivés à l'Olympique de Marseille, je trouve que c'est réfléchi, je trouve que c'est intelligent. Je dis pas, puisque Hérault l'a précisé lui-même lors de la conférence de presse, que c'est une réussite, parce qu'il faudra voir les résultats avec les joueurs recrutés. Mais je trouve que ça a du sens et je trouve que c'est intelligent. Donc, si ils ont l'opportunité, à un moment donné, de faire venir un grand attaquant et qu'il faut sortir le chéquier, ils le feront. Encore faut-il avoir l'opportunité pour le faire. S'ils l'ont pas, ils le feront pas. Donc, je pense pas qu'ils aient de limitation à proprement parler en termes budgétaires. Je pense qu'ils font en fonction de quel est le profil de joueur. Je vais te dire une idiotie complète, mais c'est pour étayer mon propos. Si demain ils pouvaient faire venir, par exemple, un joueur de type Neymar, tu vois ce que je veux te dire, et que ça coûterait, parce qu'on connaît l'agent, parce qu'il y a moyen de négocier 70 millions d'euros, ce qui n'est absolument pas à son prix, puisque c'est plus proche des 200 millions. Mais avec pour nous, il fait un prix, ça lui fait plaisir. Mais pour nous, c'est la mise, c'est 80 millions. Ils les sortent pour Neymar, tu comprends? Parce que ça serait une telle opportunité à 80. Ils crameraient le budget, mais parce que ce type de dirigeants-là réfléchissent, se disent ouais, 80 millions sur lui, on l'aura jamais ce joueur. C'est pour étayer le propos. Donc c'est pas une problématique d'enveloppe, c'est un marché d'opportunité. Est-ce que le joueur, si on le prend, c'est rentable ou pas? Si oui, ils envoient les sous. Mais il faut que ça soit rentable. Et tu fais bien de le souligner à ce niveau-là, parce que aussi ça voudrait dire que, imagine qu'il te reste 50 millions à la fin dans ta fameuse enveloppe, et tu vas mettre 50 millions d'euros sur Boni au prétexte qu'il faut absolument un attaquant. Voilà. Évidemment, ça n'a pas de sens. Voilà. Prochaine question. On y a répondu, grosso modo. Il ne faut pas se fier forcément à ces tarifs et à ces montants d'enveloppe. Requiem sur le forum, toujours bonjour à tous. Je suis fan de notre président, mais que pensez-vous de son rétropédalage sur le mercato? Ruse ou gêne? Alors je pense que le rétropédalage dont fait par Requiem, c'est concernant les recrues. On avait annoncé des recrues au mois de juin. Ils sont arrivés finalement plus tard. C'est un peu le cas déjà pour le mercato d'hiver parce que les dirigeants avaient laissé filtrer qu'ils voulaient vraiment faire une recrue au début du mois de janvier. Morgan Sanson avait finalement signé à la mi-janvier. Pour vous, est-ce que c'est grave ou pas? Est-ce que ce rétropédalage est une erreur? Comment tu l'as vécu, Wagen, toi, cette annonce en tant que supporter? Est-ce que en juin, tu t'es dit il va avoir des mecs et compagnie? Comment tu l'as vécu? Qui c'est qui l'a confirmé ça? On est d'accord. Ça, c'est des rumeurs qu'on entend. Non, mais tu peux faire prendre. Je pense que ça serait intéressant que tu fasses partager ton expérience, parce que Wagen était de ceux qui disaient il recrute des guns, c'est pas Exactement. Bon. Et qu'il avait perdu quand même confiance, et aujourd'hui. Alors. Tu as un autre regard, donc ça peut Wagen, confesse-toi. Éclairer. Raconte-nous. Donc, moi, ayant pratiqué le football pendant des années, ma seule inquiétude. On peut baisser la lumière, on peut faire un truc à la Mireille Dumas, c'est possible? Vas-y. Ma seule inquiétude était sur, comme je te dis, j'ai joué pas mal d'années au football. Quand on change autant de joueurs dans une équipe, là on est sur un changement complet à tous les postes, il va y avoir des changements. Il faut des automatismes, c'est indéniable, il faut des automatismes entre les lignes. Et ma seule inquiétude était là-dessus. J'ai toujours eu confiance en la direction, mais vous savez très bien, Romain, tu sais très bien qu'il faut du temps pour créer des liens entre les joueurs, entre les lignes, etc. Donc c'était ma seule inquiétude. Après, j'ai toujours été confiant à 100% sur la direction, donc je tire un grand coup de chapeau qui est pour moi plus que performante et plus que tout est quand tu regardes un transfert à 4 millions,
comme Rami ou un transfert à 8 millions comme Germain, tu passes des mois et des mois de négociations. C'est que tous les points du contrat et tout est fait de façon très professionnelle et minutieusement. Donc moi là je suis plus que rassuré. La tisane je l'ai bu, elle m'a apaisé et là j'attends de voir venir. Eh ben voilà, Requiem, peut-être la réponse, c'était peut-être plutôt une ruse. En tout cas, il faut être patient. Ouais. Axel B. Mossina sur Facebook, quel club français a fait le plus beau mercato jusqu'à présent? C'est une belle question parce que au tout début, on s'est dit, pour l'OM, c'est du tout cuit. Lyon, ils vont perdre Lacazette et Tolisso. Nice, ça peut pas être le miracle permanent, donc l'OM va un peu monter. Mais on voit, tiens, que ça bosse pas mal sur ces clubs-là, sur Monaco, bien sûr. Seb, pour toi, c'est... Non, mais là je vais faire une réponse politique. Je sais pas suffisamment qui a recruté quoi exactement, précisément, pour pouvoir me faire une analyse qui aurait du sens. Et deux, malheureusement, le mercato, et ça c'est pas encore une fois pour faire la langue de bois, c'est ce que je pense vraiment, tu peux le savoir qu'au vu de la performance de l'équipe. C'est-à-dire que demain tu me dis j'ai recruté Ibra, j'ai recruté Cavani, j'ai recruté, bon je cite que des joueurs parisiens, mais et derrière tu secondes comme Paris par exemple face à Monaco l'année dernière, eh ben, malgré leur effectif de rêve guillemets avec des stars, eh ben, ils sont seconds. Donc pour moi leur mercato il est c'est vrai que Paris à la fin du mercato on pouvait se dire que c'était déjà raté puisque Ibra était parti, il n'avait pas réussi à le remplacer alors qu'ils avaient approché beaucoup de Draxler sur le côté. Ils l'ont pris 6 mois plus tard et Draxler c'est vrai qu'il leur a bien permis de rectifier le tir parce qu'au début il y avait ce flop pressé. C'était pas terrible. Pour l'instant, le mercato... Tu le pensais, toi, avant? Voilà, c'est un très bon cas. Quand il vient Rézé à Paris, tu te dis ah putain, ils ont tué leur mercato. Ou tu te dis ça peut être pas mal. Je me dis pourquoi pas, mais je me dis surtout qu'il aurait fallu quelqu'un qui est Laura pour... ils voulaient une star et ils ont fait des stars, ils ont essuyé beaucoup de refus, ce qui prouve donc, notamment Neymar, l'an dernier, ils ont passé l'été à le faire, que généralement, c'est pas bon signe à ce niveau-là. Lyon, pour répondre à la question, Lyon fait peut-être un mercato intéressant parce que certes, ils perdent Lacazette et Tolisso, mais ils sont en train de faire une place, je ne sais pas si vous avez vu les matchs de préparation de Lyon, ils sont en train de faire une place à une jeune génération de joueurs, là, des petits gremlins, ils ont tous 16 ans, 17 ans, ils sont monstrueux. Oui, donc est-ce qu'ils sont monstrueux parce que c'est en match de préparation? On verra, mais en tout cas, à Lyon, il y a l'air d'avoir du monde. Tony Azoulay sur Facebook, pourquoi Thauvin a seulement revalorisé et pas prolongé son contrat à l'Olympique de Marseille? Alors je rappelle que Thauvin était déjà lié pour contrat longue durée, il avait signé pour 5 ans, il y avait eu un prêt d'1 an avec option d'achat d'automatique et 4 ans de contrat derrière. Et il a été prolongé, il a été revalorisé mais pas prolongé, voilà, il faut faire attention puisque sont toujours liés jusqu'en 2021. Alors voilà, pour l'expliquer, c'est le jeu des négociations. Thauvin avait accepté de revenir à l'OM, de baisser son salaire. Avec la saison qu'il a faite, forcément, il a demandé à être remis à niveau de ce qu'il pouvait gagner auparavant avec Newcastle, ce à quoi l'OM a accepté. Voilà, ça arrive. Est-ce que Wagen, toi, ça te choque? Est-ce que tu aurais aimé qu'il soit signé une saison de plus à l'Olympique de Marseille, ou pour toi, de toute façon, dans 2-3 ans, on sera réamené à parler de son contrat, soit pour un départ, soit au final. Wagen, ça l'a choqué, il augmente jamais personne dans son restaurant. Donc. On embrasse d'ailleurs les employés du Gold Eagle. Courage les gars. Je vais rentrer, on va me demander une augmentation. Non, c'est contrairement à ce que tu dis, c'est un joueur, comme mon personnel, quand tu mérites d'être revalorisé, tu es revalorisé. Je vois pas forcément d'intérêt à prolonger son contrat. On en parlera dans 2 ans, dans 3 ans s'il le faut, mais c'est un joueur qui, avec la saison qu'il a fait, mérite d'être au même niveau que les joueurs type Gustavo, Payet, etc. Parce que c'est un joueur très important de l'équipe, donc qui sera rémunéré comme il le mérite. Seb, j'entends dans l'oreillette que tes propos ont une résonance toute particulière. Apparemment, on t'attend pour des négociations ultérieures. Voilà, c'est comme ça. Il fallait... les séquences vidéo ont été isolées. À toi maintenant de jouer. Sur Facebook, toujours Virgile, Sandrine, Mathis, Léonie. Une famille, tout simplement, qui pose une question. C'est sympa. Quid de Florian Escalès? Va-t-il rester en tant que numéro 3 ou va-t-il être prêté? Donc Florian Escalès, on l'a vu sur quelques matchs de préparation, c'est devenu le 3e gardien avec les départs de Brice Samba à Caen, de Julien Fabry à Brest. Est-ce qu'il va être prêté ou est-ce qu'il va rester en tant que numéro 3? La tendance
très clairement, je ne vous demande pas, messieurs, votre avis sur le gardien numéro 3 de l'OM, c'est quand même assez compliqué comme ça, comme dossier. C'est qu'il y a 3 gardiens vraiment là à l'Olympique de Marseille, vu que le club ne compte pas sur le long terme avec Chris Madédé. Donc, il y a des chances que Florian Scalès reste en tant que gardien numéro 3 et fasse une saison de plus avec l'équipe CFA, voilà, donc, avec laquelle il a joué la saison dernière. Voilà. Sur Facebook, Jérôme Vu, Lopez peut-il toujours être titulaire la saison prochaine? Tiens, toi qui voulais lui mettre un peu de concurrence tout à l'heure, est-ce que tu vois malgré tout, même si tu veux qu'il y ait de la concurrence, tu veux le voir démarrer titulaire? Démarrer la saison, puisqu'on démarre forcément, si on est titulaire, on démarre forcément une rencontre. Je précise, on sait, notre auditoire un peu taquin. Je suis partagé. Je peux pas te dire oui, je veux le voir titulaire à 100%. Parce que je pense que ça serait lui faire porter beaucoup de responsabilité dans le Champions Project. Je pense que dans les années à venir, forcément, il sera titulaire dans cette équipe. Maintenant, si aujourd'hui on me faisait signer un milieu de terrain relayeur avec un gros niveau, évidemment, où il n'y ait pas de discussion, et que Lopez rentre en cours de jeu ou rentre dans une rotation dans le milieu, ça serait pas pour me déplaire, parce que là, dans la formule actuelle, on compte sur lui, et compter sur des éléments très jeunes comme peut l'être Maxime Lopez tout de suite, c'est énormément de responsabilités. Et je me souviens que l'année dernière, quand il avait commencé à passer un petit peu à côté, c'est compliqué, parce que tu mets qui à sa place? Si tu n'as pas cette concurrence, ça le fait douter, on n'est pas bien, alors que s'il est dans un turnover, c'est peut-être plus facile pour lui de mieux s'exprimer. Voilà mon position. Alors moi, c'est non, hein, c'est non catégorique. Pour moi, il ne sera pas titulaire la saison prochaine. Dans la configuration et le schéma tactique où les profils de joueurs que l'OM recrute et que va recruter donc avec l'attaquant, mon avis, c'est que l'OM devrait jouer, si Garcia était aussi intelligent que moi, devrait jouer en 4-4-2 avec 2 milieux défensifs qui seront, selon moi, qui seraient Sanson et Gustavo, 2 milieux sur les côtés qui seront Thauvin et Payet, et 2 attaquants, donc on a Germain qui tournerait autour d'un tueur devant. Voilà. Alors, j'ai magie de la technique, j'ai Rudy Garcia dans l'oreillette et il m'a dit: dis quand même à ton ami Vaguette qu'il regarde un peu les matchs de pré-saison, parce que l'OM joue exactement cette configuration que tu énonces, c'est-à-dire un 4-4-2 avec vraiment 2 milieux, et ça tourne beaucoup devant et beaucoup à chaque fois. Donc là, c'est Sanson des fois qui était en pointe, qui prêtait main forte à NJ par exemple sur le match contre Sporting Portugal, mais ça travaille beaucoup cette configuration-là, notamment sur les matchs précédents. On l'a vu avec une association Luis Gustavo Camara au milieu de terrain, voilà, pour être vraiment avec 2 joueurs milieu qui sont capables de réfléchir. Et c'est vrai, tu as raison que dans cette configuration-là, difficile de trouver une place à Maxime Lopez. L'an dernier, c'était le cas pour la réception du PSG notamment, et Maxime Lopez évoluait dans un rôle de 2e attaquant quelque part. Donc tu vois, ça dit à quel point c'est compliqué. Et là, par rapport à ce que tu viens de dire, s'il fait vraiment une paire Gustavo avec Camara au milieu, parce qu'il a l'air d'apprécier beaucoup le rendement du jeune Boubacar, quid de Lopez, mais quid de Sanson aussi dans cette équipe-là, parce que si sur les côtés il y a Payet et Thauvin, du coup, c'est sûr que ça amène cette concurrence que tu voulais à l'Olympique de Marseille, parce que Sanson à ce moment-là, dans cette configuration-là, il peut jouer il peut jouer de partout. À la place de Payet sur le côté gauche, dans ce profil-là. Peut-être que la place de Payet est la seule qui lui est inaccessible, mais il peut jouer sur le côté droit. Il a joué ailier gauche avec Montpellier, il a joué en soutien de l'attaque, il peut faire beaucoup de choses, mais on voit beaucoup que ça tourne vraiment, et que c'est vraiment beaucoup de liberté aux 4 éléments devant. C'est la dernière question, elle est de Guillaume Housset sur Facebook. Pensez-vous que Zoubi peut faire un coup de l'ombre avec un attaquant comme il l'a fait avec Luis Gustavo? Est-ce que vous pensez qu'il y a un nom dont on n'a pas encore parlé? C'est dur parce qu'on en a fait beaucoup des noms, mais voilà, un nom dont on n'a pas beaucoup parlé, qui sort peut-être du chapeau. C'est ton souhait, toi? Ça te ferait plaisir? Sans te demander un avis, parce que c'est impossible, justement, par définition. Si on veut un attaquant de l'ombre, ni toi, ni moi, ni Wagen, on a le nom. Voilà, sinon, ça serait plus de l'ombre. Sinon, ça serait plus de l'ombre. Mais moi, la réponse... Est-ce que tu préfères ça, finalement, quelqu'un que tu connais pas, qu'on voit débarquer là,
que les noms... Luis Gustavo, tu sais quoi, ça m'a fait un peu penser à l'époque où il y a Pena Bianca qui a signé à l'Olympique de Marseille, Fabrizio Ravanelli. D'un coup, je me réveillais un matin, personne n'en avait parlé dans quelques médias que ce soit, et puis d'un coup, Ravanelli vient à l'OM et tout. J'étais là, j'ai dit, qu'est-ce que c'est Ravanelli à l'OM? C'était un truc de fou. Ça a fait un petit peu la même sensation avec Luis Gustavo. Donc, moi, ce que je veux, c'est par rapport à notre auditeur qui posait la question, êtes-vous surpris du rétropédalage de la part du président Jacques Henriero? Moi, ce que je veux, c'est être fier, et ce que je veux pas, c'est qu'on nous prenne pour des imbéciles. Donc quand hier j'entends en conférence de presse Andoni Zubizarreta qui dit on vous a parlé d'un attaquant, nous on cherche un attaquant, dites-moi les amis, on a fait l'année dernière qu'avec Gomis, on va pas faire l'année qu'avec Germain. C'était un petit rictus, voilà, il a répondu dans la foulée. Donc, mais tout le monde attend, pour être fier de ce recrutement et surtout fier de l'équipe, un beau numéro 9. Donc si le beau numéro 9, c'est Giroud, c'est Baka, ou c'est de l'ombre, mais de ce niveau-là, voire supérieur, tout le monde va dire waouh, quand même, on a fait le super mercato. Maintenant, si c'est Boni, par exemple, déjà, ça sera pas de l'ombre puisqu'on en a parlé. Mais moi, j'aurais un petit goût amer dans la bouche de me dire c'est ça l'OM Champion Project, sauf si le mec claque 200 buts. Sauf s'il met 25 buts, voilà, c'est ce qu'on souhaite au final. Peu importe le nom, et c'est fait office de conclusion. Merci à Sébastien. Peu importe le nom de ce fameux numéro 9, s'il met 25 buts, il sera forcément très beau. Salut à tous, à la semaine prochaine.